Merci Olivier, je te laisse prendre place. On va parler des entreprises à l'ère de l'IA. Je vais mettre à jour le compteur, pas de problème. Parce que le temps ici, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir. Nous ne vivons pas une époque de changement, nous vivons un changement d'époque. Quand on est enfant, on s'amuse souvent, vous savez, à se dire « Tiens, je vais vivre à une époque qui me fascine, la Renaissance, la Grèce antique. » Eh bien, je crois vraiment que si on devait choisir un moment de l'histoire de l'humanité pour y vivre et pour y assister à ce qui se passe, eh bien, on choisirait aujourd'hui. Donc vous avez tous de la chance. Vous êtes exactement au meilleur moment. Mais pour ça, il faut parfois prendre un peu de recul, vous savez, pour comprendre exactement où on est. Dans la Chartreuse de Parme de Stendhal, Fabrice Del Dongo, le héros, se retrouve au milieu de Waterloo et en fait, il ne comprend pas ce qui se passe, il finit par s'endormir sur le champ de bataille parce que quand vous êtes au centre, vous ne comprenez pas, il faut prendre du recul. Souvenez-vous, vous n'étiez pas là, moi non plus, 1900, l'exposition universelle. Tout le monde venait voir ce qui a été détruit malheureusement, ce monument qui s'appelait le Palais de l'électricité. Parce qu'à l'époque, c'était la première fois qu'il y avait des illustrations, qu'il y avait comme ça des illuminations. Même Thomas Edison était venu voir comment on avait magnifié son invention des ampoules, malheureusement détruites. C'était le signal, vous savez, 1900, c'était évidemment la fin du 19e, le début du 20e. On entrait dans le 20e siècle avec un optimisme, une croyance extraordinaire dans le fait que la science allait nous permettre de régler tous les problèmes. Le deuxième truc que tout le monde allait voir à l'exposition universelle de 1900, c'était la rue de l'avenir. C'était en fait un pont roulant qui faisait le tour de l'expo universelle. Et là encore, la rue de l'avenir, ça montre bien comment on voyait l'avenir comme un moment où, grâce à la science, on allait pouvoir régler tous les problèmes. Alors, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Dès avril 1912, ça a été un traumatisme, le Titanic. On s'est rendu compte que la science ne pouvait pas tout, que la nature se rappelait évidemment à nous. Et comme vous le savez, toute l'histoire du XXe siècle a été la triste vérification que la science ne règle pas tous les problèmes et parfois en rend d'autres beaucoup plus gênants. Les guerres ne sont pas plus courtes, elles sont juste beaucoup plus meurtrières. Le XXe siècle, c'est le siècle qui a tenté tous les extrêmes en matière de régime, en matière de mort et en matière de technologie. Alors nous, évidemment, en ce début du XXIe siècle, on ne commence pas le siècle avec l'optimisme qu'on tient, avec le positivisme qu'on pouvait avoir à la fin du XIXe. Évidemment, on est un petit peu échaudé. Un sondage récent a montré que 78% des parents pensaient que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux-mêmes. 78%. La plupart des gens pensent que le 21e siècle sera plutôt moins bien. Moi, je suis venu vous dire que ça ne va pas être facile, que ça secoue beaucoup, que c'est vertigineux, c'est certain, mais qu'il y a des opportunités extraordinaires et qu'il faut y croire, parce que, qu'on le veuille ou non, on ouvre un deuxième chapitre de l'histoire humaine. Alors nous, notre problème, nous tous, autant qu'on est en ce début de 21e siècle, c'est qu'on est là, sur une exponentielle. Vous avez fait suffisamment de mathématiques pour savoir que le problème, c'est la dérivée seconde. La dérivée, n'est-ce pas ? C'est la vitesse. La dérivée seconde, c'est la vitesse de la vitesse, c'est donc l'accélération. Ça va vite, ça va de plus en plus vite. Alors là, vous m'écoutez, vous dites, oui, d'accord, ça va vite. Je vais vous en convaincre. Je vous ai dit qu'on allait prendre du recul. Prenons du recul. On a fait les mêmes silex, on a taillé les mêmes trucs pendant 3,3 millions d'années. L'âge de pierre, 3,3 millions d'années. Puis arrive la première révolution. Alors je mets le feu de côté, qu'en évidemment une, mais la première révolution des métaux, c'est l'âge de bronze. Et bien entre l'âge de bronze et l'âge de fer, il y a combien ? Rien du tout, 2000 ans. Déjà, accélération. Et continuons, rapprochons-nous. On a oublié, mais entre le premier vol des frères Wright en 1903 et le moment où on a marché sur la Lune, il y a juste 66 ans. 66 ans, c'est rien, c'est un clignement d'œil. D'ailleurs, ça marche aussi avec la première fois où Louis Blériot a traversé la Manche avec son petit coucou, c'était en 1909, donc seulement 60 ans avant la Lune. Et si vous pensez, vous prenez des risques dans la vie, souvenez-vous que Louis Blériot, quand il a traversé la Manche, il avait une jambe cassée, il ne savait pas nager. Ça s'appelle prendre des risques. Bon, on est tous très jeunes dans cette salle, mais moi je me souviens de l'ordinateur de gauche.
Je me souviens, quand c'était censé être portable, quand ça avait évidemment la tête un peu d'une grosse valise. Là encore, il y a à peu près 35 ans entre les deux téléphones et puis les deux ordinateurs. C'est absolument extraordinaire. La première chose fascinante, c'est l'augmentation de la capacité de mémoire. Vous aviez à gauche, en 1956, 375 mégas, c'était une pièce entière. Aujourd'hui, vous avez tous dans vos poches plusieurs téras. Un téra, c'est 1 million de mégas. Mais le plus extraordinaire, c'est même pas ça, c'est l'augmentation de la capacité computationnelle. Si vous voulez briller dans les dîners en ville, vous pouvez dire 1938, le premier ordinateur, il fait une opération par seconde. Et bien aujourd'hui, les meilleurs ordinateurs du monde, il est le premier à arriver à l'hexaflop, 1 milliard d'opérations par seconde. Donc la capacité informatique a été multipliée par 1 milliard, 2 milliards, en 80 ans à peu près, quoi. Et encore, l'Aurora devrait bientôt faire 2 hexaflops, 2 milliards d'opérations par seconde. Elon Musk a annoncé qu'il allait faire fonctionner un ordinateur à 100 hexaflops, 100 milliards d'opérations par seconde. Et Dell et Intel ont le plan pour être le premier à arriver aux 1000 milliards d'opérations par seconde, c'est-à-dire le premier à arriver aux zetaflops. Et ça n'est probablement que le début, car Google a annoncé avoir réussi à faire fonctionner un processeur quantique. Le processeur quantique, il fait en 3 minutes 20 ce que les meilleurs ordinateurs du monde font aujourd'hui en 10 000 ans. 3 minutes 20, 10 000 ans. Bienvenue au XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est un siècle d'accélération extraordinaire. Cette accélération, elle a déjà commencé, mais le propre de l'exponentielle, c'est que justement, ça va de plus en plus vite. Regardez l'histoire des innovations schumpeteriennes, on va reparler de Schumpeter, mais des innovations depuis le XVIIIe siècle en fait. On va parler tout à l'heure de l'âge de pierre et de l'âge de bronze, mais même. Regardez, ce qui est très troublant, c'est qu'on peut regarder exactement ces différentes innovations, ces cycles d'innovation, et à chaque fois ils sont plus courts. Ça ne fait que se raccourcir, ces différents cycles. 60 ans pour le textile, et l'énergie de l'eau, puis après l'énergie à vapeur, 55 ans, puis 50 ans, 40 ans. Aujourd'hui, on est rentré dans dans l'IA, et demain, les robots, on en parlera. On dit 25 ans, mais probablement, ça sera encore plus court. Et nous sommes arrivés à ce moment incroyable, ce moment de rupture. Jusque-là, le premier Internet, souvenez-vous, il était informatif. Puis, dans les années 2000, on a eu l'Internet interactif, celui des réseaux sociaux. Maintenant, nous sommes entrés dans l'ère de l'informatique qui va être générative. Et là, ça va tout changer. Alors, je vais vous poser une question. Soyez francs. Laquelle d'entre vous, levez la main, n'a jamais testé une IA générative? Soyez francs. Ah, mais il n'y a pas grand monde. Bon, alors, devoir de vacances, pour ceux qui ont levé la main, vous allez tester. Faites-moi plaisir. Allez-y. Il y a plein d'outils. Il y a ChatGPT, évidemment. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Mais GPT, c'est aussi l'acronyme, je trouve que c'est une coïncidence, mais de Global Purpose Technology. C'est une technologie à usage général, exactement comme l'écriture ou l'électricité. C'est-à-dire quelque chose qui va absolument tout changer. Ça n'est pas quelque chose qui va juste, l'IA générative, concerner quelques métiers, quelques fonctions. Ça va tout changer. Et depuis 2 ans, et on fête l'anniversaire là en ce moment, de l'arrivée grand public de GPT 3.5, effectivement il y avait 175 milliards de paramètres, aujourd'hui GPT 4, il y en aurait 100 000 milliards, les prochains encore plus. Quand on s'intéresse à l'IA, il n'y a pas une journée où il ne se passe pas un truc. Tous les jours, les choses évoluent, tous les jours il y a des nouveautés, et on est comme des enfants dans un magasin de bonbons. Alors, les gens disent « Ah ouais, mais il y a des hallucinations. Ah, mais il y a des erreurs. » Ne faites pas l'erreur de Kodak, qui avait le brevet de la photographie numérique. Eux, ils se voyaient comme des vendeurs. C'était des chimistes, ce n'étaient pas des informaticiens. Puis ils vendaient des pellicules. Nous, notre but, c'est de vendre des pellicules. S'ils avaient compris que leur boulot, d'ailleurs, c'était de vendre des images, de vendre des prises de vue, de vendre des souvenirs, peut-être comme Renault a compris depuis longtemps qu'ils ne vendent pas des voitures, ils vendent des solutions de transport, des solutions de mobilité. Là, vous avez une vision différente de votre métier.
Et à l'époque, évidemment, ils trouvaient c'était un peu moche la photographie numérique, c'était pas terrible. L'argentique, depuis que c'était développé, c'était magnifique. Faisons pas l'erreur de Kodak. Et d'ailleurs, depuis le temps que je dis ça, en réalité, maintenant, l'IA est déjà bien meilleure que nous. Sam Altman, que vous connaissez, le fondateur d'OpenAI, a dit « 2024 est l'année la plus intéressante de l'histoire de l'humanité, à l'exception de toutes les autres après ». Ray Kurzweil, le futurologue, professeur au MIT, a eu cette phrase intéressante. Il a dit « Si vous arrivez à survivre aux 5 prochaines années, il est probable que vous viviez 500 ans. » J'ai l'intention d'essayer. On va bien voir. Chaque modèle est plus intelligent. Et de plus en plus, plus intelligent que de à peu près tout le monde, de nous tous. On est tous largués sur la courbe de Gauss des QI. L'AGI, l'Artificial General Intelligence, devrait arriver avant 2030, d'après Yann Lequin, qui est l'expert de l'IA chez Meta. Et c'est aujourd'hui le consensus qui arrive. Avant 2030, c'est-à-dire demain, nous avons une IA qui fait à peu près tout ce qu'un cerveau humain peut faire en mieux. Alors évidemment, ces demoiselles n'existent pas, sans doute c'est bien dommage. Tout ça, c'est une création. On peut beaucoup s'amuser aujourd'hui car c'est le text-to-text, mais aussi le text-to-picture, le picture-to-text, le text-to-motion, et demain, le text-to-picture et le text-to-motion de plus en plus. Netflix a dit l'avenir de la vidéo, c'est que vous allez regarder et Meta aussi, ils ont dit ça avec Zuckerberg. L'avenir de la vidéo, c'est que vous allez regarder un film qui aura été fait on the go, sur le moment, spécialement pour vous en fonction de vos goûts. Tout, la musique, the plot. Le scénario, tout aura été fait en fonction de vos goûts et vous regarderez un film qui sera absolument unique. Chacun aura son propre film. La caractéristique de notre époque, c'est que la science-fiction n'est que de la science avec un peu d'avance. Alors regardez, parmi tous les trucs, la communication de pensée. Vous allez dire, la lecture dans les pensées, alors s'il y a vraiment un truc qui n'existe pas, c'est pas possible. Regardez mon exemple à 1 an. En haut, des images que vous montrez à un cobaye. Le cobaye, il est juste équipé de capteurs qui captent l'activité électrique du cerveau. En bas, l'image reconstituée par ordinateur. Franchement, c'est pas mal. On reconnaît le surfeur, on reconnaît l'église, le nounours, reconstitué juste par des électrodes à l'extérieur. Évidemment, alors Elon Musk, quand il créait un truc, autrefois, tout le monde rigolait en disant « il va faire des fusées, le mec, qu'est-ce que t'as cru? C'est un truc pour grand, ça. » Plus personne ne rigole. Avec Neuralink, il a annoncé qu'il voulait interfacer le cerveau humain et l'informatique. Et ça y est, c'est implanté sur des humains, car comme vous savez, il a permis à 2 personnes tétraplégiques de contrôler leur ordinateur avec une puce qui est implantée. L'idée à terme, c'est de pouvoir augmenter le QI. Bon, pour l'instant, on peut contrôler les ordinateurs. Il est lancé à plein et on pourrait multiplier les exemples. Et d'ailleurs, c'est très important de dire que l'une des questions importantes autour de l'IA, c'est que cette IA, en fait, est contrôlée par quelques plateformes. Et que cette économie des plateformes dans laquelle on est rentré depuis 2020, malheureusement, on n'a pas l'air d'en sortir. Quelques plateformes vont être celles à qui vous allez devoir acheter l'IA. La plupart du temps, d'ailleurs, vous savez, ces plateformes, nous n'en sommes pas les clients, nous en sommes la matière première. Pensons en être les clients, nous en sommes la matière première. D'ailleurs, il faut toujours répéter, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Un jour, en cours à la fac, j'ai dit ça et une étudiante a dit « Mais c'est pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles. » Mademoiselle, on ne peut rien vous cacher. Il était temps que vous le compreniez. Alors, il y a des choses extraordinaires. On n'est pas à l'abri d'un moment extraordinaire de développement et de découverte scientifique. Regardez, AlphaFold de Google. AlphaFold, ils ont tourné pendant 16 jours, ils ont déterminé la structure de 200 millions de protéines. Jusque-là, pour déterminer la structure d'une protéine, il fallait un thésard pendant 5 ans. Donc, AlphaFold, en 16 jours, a économisé 1 milliard d'années de chercheurs. En 16 jours. Regardez aussi, ça c'est des trucs que j'ai trouvés tout récemment, là, l'impact sur la découverte de nouveaux matériaux, de l'utilisation de l'IA. Le petit trait, là, c'est à partir du moment où on va utiliser l'IA. On est en train, grâce à l'IA, de faire des bons scientifiques qui sont extraordinaires. C'est pour ça que Kurzweil dit qu'on va vivre 500 ans. Hein, et que c'est en fait pas totalement déconnant. Je m'amuse toujours quand on fait des projections d'équilibre du système des retraites. Les gars, ils n'ont pas compris ce qui va se passer. L'espérance de vie va exploser.
Il n'y a plus aucun système de protection sociale qui va tenir. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Alors ce qui est très rigolo avec la science, c'est deux choses. Regardez, on revient à l'Exposition universelle de 1900. C'était des cartes postales qui étaient en fait des posters à l'époque de l'Expo universelle. On avait demandé au dessinateur d'imaginer le monde en l'an 2000. On est en 1900, on lui dit « Imagine le monde en l'an 2000 ». Regardez, c'est très intéressant. On arrive très bien en 1900 à prévoir ce qu'on va inventer. D'ailleurs, souvenez-vous, Jules Verne, tout ce qu'il a écrit, c'est réalisé. Tous ses livres, ça s'est fait, sauf Voyage au centre de la Terre. Bon. Tout ce qu'il avait prévu techniquement, on l'a fait, c'est facile. Et bien là, c'est pareil. En revanche, il y a un truc qu'on prévoit très mal et qui fait que, en fait, comme disait Pierre Dac, prévoir l'avenir, c'est difficile. La prévision est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Pourquoi c'est toujours très difficile, la prévision? Et parce qu'on n'arrive pas à savoir comment la société va changer au contact des technologies. Ça, c'est très, très dur. Regardez, quand les réseaux sociaux sont arrivés, là, moi, je les ai vus arriver comme vous, je me suis dit « Ah, c'est sympa, on va pouvoir les retrouver, nos copains d'enfance. » On ne pouvait pas savoir qu'un trombinoscope, inventé dans une université américaine, allait avoir pour conséquence indirecte, quelques années plus tard, l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. Sans réseaux sociaux, il n'y a pas d'occupation du Capitole. Les réseaux sociaux sont en train de tuer les démocraties. Et on n'a toujours pas trouvé comment faire pour l'éviter. On pouvait pas ça. On pensait que les gens s'échangeraient des photos de chats. Ce qu'ils font. Mais ils s'échangent bien plus. Ils s'échangent des idées. Ils se groupent par affinité. Et ça donne ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, à quoi va ressembler le monde dans lequel nous entrons de plein pied, là, maintenant, tout de suite, en ce moment? Eh bien, en fait, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que jamais on avait vécu dans un monde où l'intelligence était une commodité. Vous savez, une commodité, c'est l'eau, c'est le gaz, l'électricité. Vous ouvrez un robinet, il y a de l'eau qui tombe. C'est une commodité. Eh bien, l'intelligence va devenir une commodité. Jusque-là, l'intelligence, c'était le truc le plus rare. Il fallait se former pendant 30 ans. On a une bande passante, nous, êtres humains, qui est hyper faible. On se fatigue vite. On fait grève. De temps en temps. On ne vit pas très longtemps. Et donc sur 24 heures, notre vraie productivité, elle n'est pas très très grande. Alors à quoi ça ressemble un monde où l'intelligence, c'est juste un robinet que tu ouvres ad libidum? Eh bien, on n'en sait rien. Ben, ça tombe bien, on va voir, on va vous être tous à être aux premières loges pour regarder ce qui va se passer. Alors, il n'est pas impossible qu'à terme, toute forme de travail disparaisse. Je crois que ça ne sera pas tout de suite. Ça arrivera à terme, mais pas tout de suite. Donc ce n'est pas notre problème immédiat. Je dis que c'est plutôt le problème de ma fille qui a 3 semaines. Mais je ne lui dirai pas tout de suite. J'essaierai quand même de la faire bosser un peu avant à l'école. Regardez l'évolution de la durée du travail. L'histoire de l'humanité depuis le 19e siècle, c'est heureusement l'histoire d'une sortie du travail de notre vie. D'ailleurs, j'étonne toujours les gens en disant, si vous faites une carrière complète aux 35 heures, que vous vivez l'âge moyen, enfin l'espérance de vie moyenne de 80 ans, quelle est la part de votre vie éveillée que vous aurez vécu à travailler, que vous aurez passé à travailler? Quand vous étiez un ouvrier, au 19e siècle, c'était 70% de votre vie. Vous passiez à travailler. Aujourd'hui, une carrière complète, même après la réforme Macron, 12%. Votre vie, c'est des loisirs. Oui, je sais, vous êtes tous des gens qui travaillaient beaucoup comme moi, et vous n'avez pas du tout l'impression que votre vie, c'est des loisirs. Mais croyez-moi, parce qu'il y a une bonne partie de votre vie qui se fera après d'abord la vie professionnelle, et puis vous allez vivre tous très longtemps, et puis vous avez fait des études très longtemps, et les études, ça ne fait pas partie de la vie professionnelle. Donc 10% du travail, oui. En fait, nous sommes dans un monde de loisirs. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous permet de comprendre l'état d'esprit, en particulier des plus jeunes, qui a complètement changé. Vous auriez arrêté quelqu'un dans la rue au XVIIIe siècle. Vous lui auriez dit, alors c'est ma théorie des 3 P que je vous expose, vous allez voir si j'ai raison ou pas. Vous auriez dit à quelqu'un au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui est important, pourquoi vous vous levez le matin? Et il aurait dit, je regarde l'heure, et il aurait dit, paradisi, aller auprès de Dieu, parce que dans une vie relativement merdique, le seul truc qu'on peut vraiment souhaiter, c'est le paradis. Et puis peut-être qu'au 19e siècle, vous lui auriez demandé, au 19e, vous lui auriez demandé pourquoi vous vous battez, il aurait dit, pour la patrie, 2e P. Je suis prêt à aller me faire crever la couenne à 22 ans dans un fossé pour la patrie. Aujourd'hui, on fera un sondage auprès des jeunes, on serait très surpris des réponses. On ne demandait pas trop leur avis à l'époque. Et bien aujourd'hui, ou à partir peut-être d'ailleurs des 30 glorieuses, pourquoi vous vous levez le matin? Pavillon. Le 3e P.
Je me lève parce que j'ai envie de me payer les fruits de la croissance, les fruits de la reconstruction. Et c'est vrai. Souvenez-vous de la belle chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Ça fait longtemps qu'ils en rêvaient, du formica et du ciné. Hein. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. C'était cette idée, vous alliez pouvoir jouir de la croissance. Et bien aujourd'hui, le jeune, il veut jouir des fruits de la croissance, mais il n'est pas venu pour souffrir. Vous avez la ref ? Autrefois, le travail était rédempteur, la souffrance était expiatrice. C'était normal que ça fasse mal. Aujourd'hui, le jeune, il ne voit pas pourquoi il se ferait mal. Il y a eu un changement civilisationnel qu'on n'a pas vu. C'est comme c'est souvent le cas des changements civilisationnels, on le voit après. 1992, fermeture des usines Renault à Billancourt. 2 semaines plus tard, ouverture d'Euro Disney. La civilisation industrielle laisse place à la civilisation du loisir. 90% de notre vie, c'est des loisirs. Une grande partie de l'économie, c'est créer des contenus pour trouver comment occuper notre cerveau le reste du temps. Nos aïeux auraient trouvé ça totalement dingue. Peut-être que, vous savez, le plus grand risque, ce n'est pas les machines, c'est nous. C'est notre tendance. C'est le fait qu'on va probablement avoir tendance de plus en plus à en faire de moins possible, et ça va être très difficile. Il va falloir s'autodiscipliner, d'autant plus qu'on arrive dans le moment heure. Vous avez vu ce film ? Vous allez tous avoir dans votre poche un conseiller, une conseillère, un majordome, un serviteur, une confidente, peut-être une amante en réalité demain. Et je rigole pas. Alors oui, ça peut faire un peu peur tout ça. Mais moi, je crois qu'il faut savoir rester optimiste. Alors, on connaît les problèmes géopolitiques. On sait très bien que, par exemple, on n'arrive plus à faire la différence entre le vrai et le faux. À chaque fois que vous voyez des vidéos maintenant sur Internet, la première chose que vous allez voir, c'est peut-être la source. Et puis vous dites, bon, voyons, est-ce que c'est vraisemblable est-ce que c'est présenté comme étant vrai ou pas ? Je trouve ça dommage parce que j'aime bien la doudoune du pape. Je trouve que, franchement, ça a de la classe. Mais il y a un biologiste qui s'appelle Oliver Wilson, qui a une super phrase que j'adore. Il dit « Notre problème au XXIe siècle, c'est qu'on a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et que nous sommes pris dans la tension entre les trois parce que le cerveau du paléolithique, il n'a pas changé. On a le même cerveau qu'un chasseur-cueilleur d'il y a 50 000 ans. Les institutions, elles bougent, mais très très peu, relativement lentement. Et les technologies, elles vont absolument à toute allure. Alors vous savez qu'on sait depuis Yalta que quand on n'est pas à la table des négociations, c'est qu'on est au menu. C'est évidemment, soyons lucides, l'Europe qui est obligée de choisir son maître. Est-ce que vous prenez le milkshake ou pas ? S'il y a bien un truc que nous apprend l'histoire, c'est que les civilisations qui ont la meilleure techno sont les civilisations qui ont le pouvoir économique et militaire. C'est aussi simple que ça. Crécy-Azincourt. Pourquoi on perd ? Je ne veux pas défendre la chevalerie française, mais enfin bon. Les Anglais avaient des longbows qui tiraient 10 ou 12 flèches par minute, et en plus qui résistaient à la pluie, ce qui est une bonne idée sur un champ de bataille à l'époque. Nous, on avait de magnifiques arbalètes qui tiraient moitié moins de carreaux, évidemment, et qui n'étaient pas terribles dans la pluie. Évidemment, on s'est fait botter les fesses. Fin de la guerre de 100 ans, Castillon, devenu Castillon la bataille. Pourquoi on gagne ? L'artillerie. On avait l'artillerie, la meilleure techno, fait la puissance économique et militaire. Demandez-vous qui a la meilleure technologie aujourd'hui et à qui il faut l'acheter. Bien. La vraie question, c'est est-ce que ce monsieur a raison ou tort ? Ce monsieur, c'est Schumpeter. Schumpeter a, depuis très très longtemps, expliqué destruction créatrice. Oui, la techno détruit des emplois, mais ce qui est formidable, c'est qu'elle en crée d'autres. Et jusque-là, il a eu raison. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus de porteurs d'eau, il y a des gestionnaires du système d'eau, il n'y a plus de maréchaux ferrants, il y a des garagistes, etc., etc. Alors c'est tout à fait vrai. Alors, regardez, il y avait au moins 2 emplois avant, en 2009. Aujourd'hui, on se dit, il y en a peut-être un, c'est le mec qui conduit le drone. Mais enfin, il y a aussi les gars qui conçoivent, il y a le gars qui va analyser les photos, il y a plein de choses. Il y a des trucs qui vont se développer. Et c'est probable. Il y a quand même un petit problème. Oui, les emplois ne vont pas disparaître tout de suite. Mais il y a toujours un changement de compétences. Quand ce changement schumpeterien, il se faisait sur une génération, voire plus, c'était facile. La nouvelle génération, elle arrivait, elle était formée. Et déjà, au moment de l'informatique, souvenez-vous, ça a été difficile pour certains de s'y mettre. Se mettre au traitement de texte. Moi, j'en ai vu. À l'époque, je faisais des stages au commissariat général du plan. J'étais un jeune et fou, je me disais, j'allais devenir haut fonctionnaire.
C'était loin, loin tout ça. Je voyais des assistantes, elles disaient, moi, j'arrive pas. Moi, Word, j'y arrive pas. Et si maintenant, si la transition, elle se fait en quelques mois, comment vous faites? Vous ne transformez pas une caissière en data mineuse en 2 semaines. Le problème, c'est que le tsunami arrive très très vite. Et qu'il va falloir s'adapter tous très très vite. Regardez, dès que ChatGPT est arrivé il y a 2 ans, regardez, c'est très frappant ces courbes. Tout de suite, le nombre et le prix des jobs en freelance sur Internet, des gens qui proposent leurs services en freelance sur Internet, tout ça, ça a chuté. Mais le jour... Alors, il y a un autre truc intéressant sur l'IA, il y a plein de courbes, mais je ne vous en montre pas trop, mais regardez comment dès qu'on met de l'IA dans la résolution de plaintes de consommateurs, tout de suite, il y a une explosion. Ça marche extrêmement bien. Autre illustration, on a fait un test chez des consultants entre ceux qui utilisent l'IA, il y en a 5 minutes, et ceux qui n'utilisent pas l'IA, et ben dès que vous utilisez l'IA, vous êtes plus rapide de 30% et le résultat est meilleur. L'IA, dans un premier temps, et ça c'est une très bonne nouvelle, il ne remplace pas de job, il remplace plutôt des tâches. Modulo, ce que je vais vous dire tout de suite. J'ai une très bonne amie qui est fiscaliste. Elle m'a dit, c'est formidable, j'ai plus besoin de junior. Grâce à l'IA, je fais mes études, mes analyses jurisprudentielles dans plusieurs langues. Il me fait un projet de contrat, un projet de décision, voire les projets de mail. J'ai plus qu'à regarder, vérifier, mettre mon nom. Et j'ai la couche d'expertise. Mais je dis, mais c'est formidable. Mais alors comment tu deviens junior si tu n'as plus besoin de senior? Si tu n'as plus besoin du bon stagiaire dont tu avais besoin aujourd'hui, comment le bon stagiaire il va pouvoir apprendre et devenir senior? Aujourd'hui, l'IA, c'est la revanche des seniors. C'est la revanche du gars qui a la seniorité, qui va pouvoir utiliser l'IA pour être plus rapide. D'une façon ou d'une autre, il va falloir s'hybrider ou se complémentariser avec la machine. Finalement, encore une fois, Star Wars, ils avaient raison, hein, sauf que Z6PO, il peut faire un backflip sans élan. Il ne va pas marcher comme ça. Voilà, c'est juste l'erreur. Mais sinon, le robot serviteur que vous allez avoir et qui va vous servir, vous faire la cuisine et le ménage, il arrive dans très très peu de temps. Regardez, celui à gauche, il est déjà à la retraite d'ailleurs. Ils sont tous montés là-dedans. Si vous vous intéressez à ces questions, allez voir sur YouTube toute la capacité, ce qu'on n'arrivait pas à faire, c'est-à-dire la motricité très fine et la compréhension des modèles physiques. Tout ça, grâce à l'IA générative, c'est pour ça que c'est complètement, ça change tout, ça va être demain. Demain, votre femme de ménage sera un robot. Tout ça va extrêmement vite. Alors, qu'est-ce qui nous reste à nous humains? Eh bien, d'abord, le savoir-être, la prise de parole en public, la prise de parole tout court, le savoir-être physique. Demain, quand vous allez recruter quelqu'un, vous n'allez pas lire sa lettre de motivation. Elle est écrite par ChatGPT, ça n'a aucun intérêt. Vous allez attendre de l'avoir physiquement devant vous. Ça va avoir de l'importance. Demain, toujours le travail en équipe va être fondamental. Une entreprise, c'est une aventure humaine. C'est toujours une entreprise avec des gens qui travaillent ensemble pour faire advenir quelque chose, qui est le but de l'entreprise. Le travail en équipe, c'est toujours une compétence essentielle. La relation commerciale et la compréhension du client. Aussi longtemps que le client, le gars en bout de chaîne, ça reste un être humain, il va falloir un être humain pour comprendre et pour faire cette relation commerciale. Le management, naturellement, le management des équipes reste aussi une compétence qui reste. Jusque-là, je disais, la création, ça restera toujours humain. Je ne le dis pas, malheureusement, parce que la création n'est finalement pas quelque chose, un procédé cognitif si rare. Et puis, évidemment, tous les métiers autour de l'IA, des innovations assistées par l'IA, de l'intelligence. Mais il ne faut pas oublier autre chose, les métiers de la main, les métiers de l'imperfection de la main. C'est Goodhart qui fait la différence entre les métiers de la tête, les métiers de la main et les métiers du cœur. Ces métiers de la main, ils vont aussi rester, l'artisanat. Et je parlais des métiers du cœur, ce qu'on dit aussi en anglais le care, le métier du soin, le métier de la relation. Tous ces métiers-là ne vont pas disparaître parce qu'on a besoin de relations humaines. Alors il y a un autre truc qui va être de plus en plus important, d'ailleurs on ne le sait pas en France, mais les croisières, ça explose. Tout ce qui est autour du transport, du voyage, du divertissement et puis plus généralement du loisir. Ça va continuer à exploser parce qu'on va de plus en plus s'ennuyer dans une vie de plus en plus longue. Le divertissement. D'ailleurs, regardez, autrefois, on faisait un petit peu de spectacle vivant pour vendre des CD. Aujourd'hui, tu mets la musique gratos sur Internet pour faire du spectacle vivant. Et Taylor Swift fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires pour ses shows. Il y a un truc qui est certain, et moi j'ai la chance de voir beaucoup d'entreprises dans plein de domaines différents. Il n'y en a pas une, il n'y a pas un secteur qui me dit, il n'y a pas une fédération qui ne me dit pas
On a un mal fou à trouver les gens dont on a besoin, à les attirer et puis à faire qu'ils restent. Parce que c'est vrai que les gens, et les jeunes en particulier, sont différents. Tant mieux pour eux, d'ailleurs je dis à mes étudiants, vous avez une chance dingue. Quand vous êtes formés, le chômage, c'est le chômage frictionnel. Vous faites ce que vous voulez, vous jetez un CV en l'air, vous avez 10 offres d'emploi. Nous sommes entrés dans une guerre des talents invraisemblable. Et donc, il faut de plus en plus pour une entreprise se poser la question de sa marque employeur. Et en général, quand une entreprise recrute, c'est elle qui passe l'entretien aujourd'hui. Si vraiment vous recrutez la compétence dont vous avez besoin. Alors, pour terminer, je vais vous livrer, j'ai beaucoup de questions, mais j'ai quelques certitudes. Regardez cette citation de Pompidou, et je crois qu'elle est profondément vraie. Je suis ici de ceux qui pensent que dans 50 ans, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du XXe siècle à bien des égards, c'est-à-dire l'espace autour de soi, l'air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain. Moi, je crois vraiment qu'au XXIe siècle, paradoxalement, ce siècle hyper technologique, on va redécouvrir 3 luxes. Le temps pour soi, le temps pour sa famille, le temps pour ceux qu'on aime, le temps à soi, évidemment. L'espace, surtout dans un monde où avoir 1 mètre carré peut être 20 années d'épargne d'une personne au salaire moyen. Le temps, l'espace, et puis les racines, c'est-à-dire le fait d'habiter quelque part où ce quelque part ne vous est pas indifférent, où vous avez conscience que vous partagez un projet commun avec les gens avec qui vous êtes et que vous n'êtes pas là comme vous pourriez être ailleurs, comme tous ces aéroports internationaux finalement finissent par se ressembler. Le 21e siècle, moi je pense que ça sera à bien des égards le temps des territoires et que la technologie va nous aider à ça. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise apporte au monde de façon générale? Et qu'est-ce qu'elle peut apporter à un collaborateur? Eh bien, il y a 3 grands besoins et je termine par là, parce que sinon on va me vider. 1, en fait, le monde est trop facile et il est difficile de sa facilité. C'est un monde trop facile et donc il faut s'autodiscipliner. C'est dur d'être un humain au XXIe siècle parce qu'il faut se forcer à faire ce qu'autrefois le monde t'obligeait à faire. Donc encourager, motiver, nous aider à nous autodiscipliner, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que paradoxalement, dans un monde où toute l'information du monde est disponible, on comprend de moins en moins le monde, il est de plus en plus chaotique. Nous aider à comprendre le monde, nous rassurer, être un tiers de confiance, ça c'est le deuxième pilier. Éclairer, nous aider à la compréhension du monde. Et le troisième pilier, c'est relier, parce que paradoxalement, dans un monde où on est tous reliés à des milliers de gens partout dans le monde, eh ben en fait on est de plus en plus seuls. Et que nous aider à refaire société, à nous remettre entre êtres humains, à nous permettre de vivre une vie plus heureuse d'être humain, parce que personne n'a vocation à être heureux totalement dans la solitude, ou en tout cas c'est très limité. Ça c'est aussi une des fonctions fondamentales de l'entreprise quand elle est au service de la société. Woody Allen a dit « J'adore l'avenir, j'ai l'intention d'y passer le reste de ma vie ». Je crois que quand on prend l'IA comme une opportunité, quand on prend la technologie, vous savez, la technologie c'est comme l'argent, c'est un formidable serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Quand on prend la technologie comme un serviteur, quand on prend ça non pas comme une menace, mais comme une opportunité, eh ben nous tous, on peut aussi adorer l'avenir. Merci.